Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur osteoupgrade.com. Lien en description. Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment essentiel. La gestion des patients, disons, difficiles ou mécontents en ostéopathie. Crucial pour les praticiens et pertinent pour tous ceux qui s'intéressent à la relation soignant-soigné. Absolument. Et pour ça, on s'appuie sur un guide assez détaillé qui propose des stratégies concrètes pour les ostéopathes. Notre mission, si on peut dire, essayer de comprendre pourquoi un patient peut être mécontent et surtout comment une bonne communication peut désamorcer les tensions et renforcer la relation thérapeutique. C'est ça l'objectif final. Et pour démarrer, un chiffre qui m'a marqué, plus de la moitié des plaintes contre les ostéos porteraient sur leur conduite professionnelle, pas juste l'acte technique. Oui, c'est un point de départ intéressant. Ça dit beaucoup sur l'importance du savoir-être en fait. Alors, allons-y. Pourquoi ce mécontentement? Ce n'est pas toujours si simple, j'imagine. Non, loin de là. Il y a d'abord les attentes du patient. Parfois, elles sont, un peu décalées par rapport à ce que l'ostéopathie peut réellement apporter. Ou les peurs aussi. J'ai lu des choses sur l'ostéobashing, cette méfiance ambiante. Exactement. Cette critique qui circule sur le manque de preuves scientifiques, la peur de manipulation dangereuse, ça peut créer un scepticisme initial, oui. Le patient arrive déjà un peu sur la défensive. Et il faut aussi parler de ce qui se passe après la séance, non? Le fameux effet rebond. Ah oui, très important. Cette fatigue, les courbatures, parfois une certaine émotivité qui ressort. C'est assez courant, c'est une réaction normale du corps qui travaille. Mais si on ne le dit pas avant? Mais voilà, si le patient n'est pas prévenu, il peut croire que la séance a mal tourné, que quelque chose cloche. D'où l'importance capitale d'expliquer ça en amont. L'anticipation par la communication. C'est clair. Et au-delà de ça, le contexte de la consultation lui-même. Bien sûr, le temps d'attente qui s'éternise, un cabinet froid ou peu accueillant, ça met pas dans de bonnes dispositions. Et puis, il y a l'état émotionnel du patient. Le stress, l'anxiété, son histoire perso, des choses parfois lourdes, des traumatismes même pas conscients. Et le sentiment de ne pas être écouté, ça revient souvent dans les sources. Ah, ça, c'est majeur. Le sentiment d'être juste un numéro, qu'on ne prend pas vraiment en compte ce qu'il ou elle ressent. C'est une source énorme d'insatisfaction. D'accord. Donc, face à tout ça, comment on fait concrètement? Quelle stratégie? Là, ça devient intéressant. On parle beaucoup de la communication non violente, la CNV. Oui, la CNV, c'est un outil vraiment puissant, basé sur 4 étapes simples en théorie. Observer les faits sans jugement, exprimer son sentiment, identifier son besoin et formuler une demande claire. Prenons l'exemple donné. Au lieu de dire « vous ne faites jamais les exercices », ce qui est accusateur, on pourrait dire « j'ai observé que les étirements n'ont pas été faits ces 3 dernières fois ». Ça, c'est l'observation factuelle. Je me sens un peu préoccupé, le sentiment, car mon besoin est de vous aider à progresser durablement, le besoin. Serait-il possible qu'on discute de ce qui est difficile pour vous pour qu'on trouve une solution ensemble, la demande? Ça change tout en termes de dialogue. On n'est plus dans le reproche. Voilà, on reste centré sur la collaboration et la résolution du problème. Et l'autre pilier, c'est l'écoute active. Pas juste entendre, mais montrer qu'on a compris. C'est ça. Reformuler avec ses propres mots ce que le patient exprime. Si je comprends bien, vous ressentez, ça valide son vécu et ça permet de vérifier qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est essentiel pour qu'il se sente vraiment entendu. Ok, CNV, écoute active, mais parfois la moutarde montonnée quand même. Des deux côtés d'ailleurs. Comment on gère la tension directe? Alors là, la priorité, c'est la désescalade. Verbalement, ça veut dire garder un ton calme, même si c'est dur. Utiliser un langage simple, pas de jargon qui peut intimider ou paraître condescendant. Valider l'émotion, même si on n'est pas d'accord sur le fond. Exactement. Je comprends votre frustration, je vois que c'est difficile pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on donne raison, mais qu'on reconnaît l'émotion. Et puis, savoir poser des limites claires si ça dérape, si le comportement devient inacceptable. Et le non-verbal, hein? La posture, tout ça, crucial aussi. Une posture ouverte, pas les bras croisés. Maintenir une distance respectueuse, ni trop près, ni trop loin. Créer un environnement calme si possible. Et surtout, un point fondamental, la capacité du praticien à gérer ses propres émotions. Ah oui, se gérer soi-même pour mieux gérer l'autre.
C'est indissociable. Reconnaître sa propre irritation ou son stress évite de répondre du tac au tac, de juger trop vite, et ça prévient l'épuisement professionnel à long terme. Il faut être conscient de ses propres réactions. Très juste. Et l'ostéopathie elle-même, dans sa pratique, est-ce qu'elle a des approches particulières pour ces situations? On parle parfois d'ostéopathie somato-émotionnelle. Oui, c'est une approche qui explore justement ce lien corps-esprit. L'idée, c'est que des émotions fortes, des chocs passés, peuvent laisser une empreinte dans les tissus, créer des tensions physiques. Et comment ça fonctionne en gros? Souvent par un toucher très doux, une écoute particulière du corps, et parfois en invitant le patient à mettre des mots sur ce qu'il ressent pendant que le praticien travaille sur certaines zones. Attention, ce n'est pas de la psychothérapie. Non, bien sûr. C'est une aide à la libération de tensions qui peuvent avoir une origine émotionnelle. Voilà. Et même sans aller vers cette approche spécifique, des techniques ostéopathiques plus classiques peuvent aider. Comment ça? En agissant sur les manifestations physiques du stress, par exemple en travaillant sur les tensions musculaires liées à l'anxiété, ou en cherchant à rééquilibrer le système nerveux autonome, celui qui gère nos réactions de stress et de détente. Ça peut contribuer à apaiser le patient globalement. Donc, si on essaie de faire une synthèse, On voit que gérer ses patients, ce n'est pas juste appliquer une technique, c'est vraiment une combinaison. Une communication basée sur l'empathie, être proactif là-dessus, comprendre les causes multiples du mécontentement, les attentes, le vécu du patient, les réactions post-séance et, très important, une bonne conscience de soi de la part du praticien pour gérer ses propres émotions. C'est vraiment l'alliance de l'humain et de la technique. ce qui ressort au fond, c'est que la qualité de la relation thérapeutique est vraiment au cœur de tout. C'est peut-être ça la clé principale. Je pense, oui. Voilà qui conclut notre deep dive d'aujourd'hui. Et pour finir, une question à laisser mûrir. Sachant que la relation soignant-soigné est par nature asymétrique, comment les praticiens peuvent-ils activement et de façon continue s'assurer qu'ils créent un espace où le patient se sent vraiment assez en sécurité pour exprimer une insatisfaction ou un doute, même minime, et même en se sentant vulnérable, et ce, avant que la situation ne s'envenime vraiment. Voilà, matière à réflexion. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et restez connectés en activant la cloche de notification.